Est-ce qu'il y a un micro ou pas? Non, pas de micro? C'est mieux comme ça. Vous tenez pas, c'est bon. C'est pas la peine d'être à côté. Oui, d'accord. Ladies and gentlemen, Excellencies, honorable guests and participants, I am delighted to moderate this panel with very distinguished guests. We will tackle a very important issue, which is related to what's going on actually in the world, and I'm referring to the trade wars that have been basically initiated by the Trump administration, once again, one would say, but this time is different. This time the scale of the announcements and the radical policies of this administration have no equivalent, one could say, in US history, except perhaps for wartime periods. So are these trade wars announcing some even deeper strategic and geopolitical shifts in the world? And how shall nations, trading blocs, and existing alliances reshape their thinking and adapt to this new shifting context? This is a question I will ask to my panelists, and I would be interested to hear about different perspectives, especially how different regions around the world can adapt to this new context and try to shape alternatives, perhaps. So from the right to left, I'm very pleased to introduce General Olivier Kampf, Sir John Shipman, Yves Leterme, Dominique Dupuis, Sir Liam Fox, and Pierre Lelouch, Abdelmalek Alaoui, and last but not least, Shamar Agiev. These are very distinguished personalities. I will introduce them in detail every time I will ask them to answer a question. So first and foremost, I would like to ask Yves Leterme, who was the former Prime Minister of the Kingdom of Belgium. He was also a Foreign Minister of Belgium, and he's involved in many continental and cross-continental initiatives. I would like to ask you, Yves, about how do you feel about these new policies, so to say, initiated by the Trump administration. How is it different from the first Trump administration, and especially regarding the trade war and the tariffs that were announced on April 2nd? How should a major partner like Europe, especially the European Union, react to this new policy? Thank you very much, and thank you to the organizers, Amadeus, for having me this afternoon. I'm not sure that English is the appropriate language. Is it in English or French you prefer? Or? As you wish. Yeah. Well, let's start in English and then I proceed in French. So a vast question, of course. I think the issue we have with the Trump policy, where of course we should respect the electoral choice of the American citizens and respect the new chosen elected authorities in the US, the negative impact of the
policy until now, if there is any policy, is I think that it challenges a couple of keystones which allow us to build up a global economic and trade system, which is it challenges the trust. I think trust is a very important element in international trade and economy. And also the issue is that Mr. Trump is, it's fair to say, a little bit unpredictable. Since I think something like 115, 120 days, like all citizens of the world that are interested in global politics, I think we all wake up in the morning and we check on our social media and the news headlines what Mr. Trump has been tweeting. And so this kind of policy making based on impulses is very negative for the global economy. I think that in between, well, in his first term, he learned some lessons, but he's not an ideal student and so a pupil, so he's learning again. And I think that in between, Mr. Trump has learned that he was going a little bit too far. At a certain moment, I think that when the sovereign debt of the US was in danger in terms of refinancing, that he very rightly chose to withdraw a little bit, to pull out of some maneuvers he had started. He suspended some of the tariffs, is now involved, as far as I understand, in direct conversations with China. And towards the EU also, let's say that the conversation is starting to be a little bit more friendly. Very important for us as Europeans is to keep well in mind that que ce qui se présente maintenant comme la politique de M. Trump est en fait une aggravation de tendances qui étaient déjà sous-jacentes depuis, même pas sous-jacentes, qui étaient très présentes depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire le pivot vers le Pacifique entamé sous M. Obama, c'est-à-dire une sorte d'isolationnisme et de mise en question du système multilatéral avec le blocage au niveau du panel d'arbitrage au sein de l'OMC. Donc l'administration Biden n'est pas revenue aussi complètement sur certaines taxes d'importation qui ont été décidées par M. Trump sur l'aluminium, sur l'acier. Donc il y avait déjà une tendance négative, détricotant un peu ce qui a fait quand même le succès de l'économie mondiale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a une tendance de fond. Il y a M. Trump, qui est naturellement plus qu'un épiphénomène vu le volume du commerce qu'on a avec les États-Unis. Et la question, naturellement, comment réagir de la meilleure façon. Petite footnote, c'est qu'au niveau des volumes, je crois pour l'instant, au niveau des exportations pour l'Union européenne, les États-Unis, c'est 20% environ des exportations. Et ça doit être environ 13-14% des importations. Grande différence entre la balance commerciale avec les États-Unis, qu'il s'agisse des biens ou des services. Dans les biens, nous accusons un surplus, donc un déficit vu du point de vue de M. Trump, qui donc importe beaucoup plus de biens européens qu'il en exporte vers l'Europe. L'inverse étant le cas au niveau des services, donc ce qui donne en fait une situation très nuancée, beaucoup plus nuancée que M. Trump ne laisse miroiter. Attitude européenne à avoir, je crois jusqu'à présent la Commission européenne, dont c'est la compétence attribuée par le traité. Dans ses compétences, je crois que la Commission européenne jusqu'à présent a eu une bonne attitude, c'est tout d'abord de ne pas agir trop rapidement. L'offre d'ouverture de dire, bon, nous sommes prêts à négocier des tarifs zéro, je crois que c'est une bonne attitude, de dire, voilà, on vous prend au mot, s'il y a vous êtes pour le libre-échange, nous voulons un libre-échange basé sur un fair level playing field, et donc nous voulons travailler à cela. Et je crois que d'autre part, avoir au sein de l'Union européenne la préparation d'une certaine approche de carrot and the stick to, on the one hand, to be prepared to negotiate, but on the other hand, also to prepare for sanctions in case Mr. Trump, after 90 days, would decide to go again to some negative approaches. I think that's the right attitude to have. I hope that the Union can stay united
because of course, notwithstanding the fact that it is a competence of the European Commission to negotiate trade deals, it is important to have the backing of the political leaders, and there I hope that what we've been witnessing until now, a united Europe, that this can remain united also in the future. The European Union needs free trade like a human body needs oxygen. That's my personal point of view. So we are very important stakeholders, and we have a very important interest in having global trade as free as possible and as fair as possible. And I think this should encourage, and I stop with that, this should encourage the European Union to invest even more in the negotiation of new trade deals with other parts of the globe. The US is 20% in exports, 13% in imports, which means that there's at least 80% left in terms of exports seen from the European Union, and there's more than 80% left in terms of imports. So there's a lot to do with other trade blocs, not the least, of course, with China, but also with the UK, with Latin America, with Australia, with other parts of the globe. So the fact that the European Commission is increasingly developing new initiatives to try to negotiate trade agreements with other parts of the globe is, I think, something which, well, at the side of the dispute we have with the US is of utmost importance. So that's more or less in a nutshell my first reaction on your question. Thank you very much, Yves. I wanted to ask, we will come back to Europe later on, but I would like to ask Her Excellency Mrs. Emmanuelle Dupuy, what country like Haiti and more broadly the countries in the Caribbean can do to mitigate these new developments and manage or placate Trump and his administration hawks in relation to trade threats, but also to the other issues. For example, I know that immigration and especially there are some deportations of immigrants from the US, and this is something that perhaps is a concern to Haiti. And the other issue is obviously related to drug trafficking and the gangs. So on all these issues, how do you deal with this new administration, and how do you manage to come to good terms with it? Thank you very much. Je vais parler français. Donc, cher Alexandre Kateb, Excellence, chers collègues, distingués invités, tout d'abord, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude au Royaume du Maroc, à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, à l'Institut Amadeus, cher Brahim, pour l'accueil et aussi pour cette initiative visionnaire. Je suis réellement honorée de prendre part à cet échange aujourd'hui autour d'estimés participants et en ce haut lieu de réflexion pendant ces 2 jours. Donc, si nous nous réunissons aujourd'hui dans ce contexte mondial marqué par une instabilité vertigineuse, comme l'a dit son Excellence Monsieur Le Terne avant moi, c'est parce que l'annonce récente du président Donald Trump le 2 avril dernier concernant l'application des droits de douane réciproques généralisés s'inscrit dans une dynamique plus large de redéfinition des règles de commerce international. Cette décision, et tous les intervenants ici vont le souligner, c'est certain, a des répercussions profondes sur l'équilibre géoéconomique mondial et bien entendu Haïti n'en est pas épargné. Au-delà de l'aspect tarifaire, il s'agit d'un véritable tournant systémique. Nous assistons à une reconfiguration des rapports, à une fragmentation des chaînes de valeur, forçant États et entreprises à revoir fondamentalement leurs modèles économiques et commerciaux. L'Europe, longtemps pilier du multilatéralisme et du libre-échange, semble aujourd'hui fragilisée, prise en étau entre 2 puissances affirmées. Mais je souhaite effectivement élargir un peu le regard dans cette conversation et porter la voix non seulement d'Haïti, mais du Sud global, particulièrement de l'Amérique latine et des Caraïbes. Pour
Pour notre région, cette nouvelle réalité n'est pas du tout abstraite. Elle se traduit par des chaînes d'approvisionnement perturbées, des marchés déstabilisés, des marges de manœuvre réduites, des communautés entières, des vies de personnes comme vous et moi, comme celle de ma ville natale au nord d'Haïti, ressentent profondément les secousses de cette transformation. Et pourtant, dans cette période d'incertitude, il se dessine aussi des opportunités stratégiques majeures. Je pense par exemple aux pays du continent africain qui ne se contentent plus d'être les réservoirs de matières premières en établissant par exemple la zone de libre-échange continentale africaine, qui pose les fondations de marchés intérieurs intégrés, forts, souverains. Il pose aussi les fondations pour une circulation des personnes et on observe également en Amérique latine les mêmes élans, une diversification des alliances commerciales et une volonté croissante et assumée pour une coopération sud-sud. Quant à la Caraïbe, et particulièrement le bloc de la CARICOM, dont fait partie Haïti, nous sommes souvent relégués en périphérie des débats globaux. Et pourtant, ici, chez nous, se développent des modèles innovants d'échanges numériques, de résilience climatique et de finances solidaires. Dans mon pays plus particulièrement, nous connaissons depuis trop longtemps les conséquences de la marginalisation économique. Et permettez-moi la tangente, je pense particulièrement à l'embargo économique imposé par l'Empire français il y a plus de 200 ans à mon pays, à la naissance de cette nation, au lendemain de son indépendance gagnée par une révolution aboutie et à la rançon de l'indépendance qui dura plus d'un siècle. Si nous avons vécu ces moments sombres, nous savons aussi la force de la réinvention. Donc, pour le Sud global, l'intégration réelle, l'intégration économique dans ce climat inouï, inédit, est en quelque sorte comme la liberté. On ne la demande pas, elle se prend. Alors nous devons saisir les opportunités que nous procure ce moment pour réinventer un monde où nos pays et nos économies occupent la juste place qui leur revient. Dans cette recomposition géoéconomique, 3 leviers d'action s'imposent dans les pays comme le mien. Le premier, c'est renforcer l'intégration régionale pour sécuriser nos approvisionnements et créer de la valeur localement. Diversifier nos partenariats stratégiques en allant au-delà des relations traditionnelles pour explorer de nouveaux axes de coopération, notamment en direction des pays du Golfe et de l'Afrique. Réformer les institutions multilatérales, je pense notamment à l'OMC, afin qu'elles soient réellement représentatives des voix du Sud et aptes à réguler les déséquilibres structurels du commerce mondial. Dans cette quête de souveraineté économique, il est essentiel de distinguer la résilience de l'isolement. Vous avez parlé plutôt d'isolationnisme. Construire des écosystèmes durables, c'est choisir l'interdépendance stratégique et non l'austérité. Haïti en sait long. L'autarcie ne nous mènera nulle part et l'isolement non plus. Il est temps que les économies dites émergentes, même si mon pays n'en fait pas encore partie, ne soient plus vues aujourd'hui comme des spectatrices du système international, mais comme des bâtisseuses à part entière de son avenir. Vous parlez aujourd'hui de déportation et de trafic de drogue. Cette occasion que nous donne M. Trump dans son imprévisibilité, comme le disait M. Le Terne, c'est de pouvoir imaginer une refonte entière de notre système politique à un moment où mon pays se trouve à un sombre carrefour, où les issues de crise semblent peu, voire inimaginables, mais en même temps, cette imprévisibilité nous offre de nouveaux horizons, de sortir d'un carcan de coopération diplomatique, économique, politique traditionnelle. Et dans cette nouvelle sphère de possibilités s'offrent peut-être de nouvelles opportunités d'un leadership qui puisse être à la hauteur de juguler cette crise qui impacte beaucoup plus qu'Haïti, mais toute la région Caraïbe, toute la région d'Amérique latine et arrive jusqu'aux frontières de l'Europe. Merci beaucoup. Thank you very much, Mrs. Dupuy, for this very enlightening vision and optimistic vision, I must say. Now perhaps moving to something more tragical and linking trade with other developments in defense and in geopolitics,
I would like to ask His Excellency Mr. Pierre Lelouch, you have been Foreign Secretary of European Affairs of the French Republic, and you have also been Secretary for Trade and President of the NATO Assembly. So you know very well how these two issues can be connected, trade, geopolitics, and defense. I would like to have your perspective on these developments, and should we look beyond trade, the trade war, actually? Merci beaucoup et merci à Brahim, à l'Institut Amadeus et au Maroc pour cette réunion qui est très intéressante, de voir l'interaction entre les nations africaines. C'est très important pour l'avenir. Je vais répondre directement à votre question. Ma conviction, Albert Camus disait que mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. Et je crois que dans l'exposé, dans l'intitulé de la conférence d'aujourd'hui, c'est-à-dire les guerres commerciales, les mouvements telluriques sur le plan stratégique et la recherche de la stabilité, Trade Wars, Strategic Shifts and Search for Stability, vous avez commencé par les trade wars, par les querelles, les batailles douanières, la guerre du commerce, et par Trump. Eh bien, moi alors je vous rassure, je ne suis pas trumpiste, je suis gaulliste, mais je pense que les guerres commerciales auxquelles on assiste aujourd'hui n'ont absolument rien de nouveau. Mais absolument rien. Le protectionnisme est aussi ancien que les États-Unis d'Amérique. L'ADN, the DNA of the United States of America is protectionism. Le protectionnisme, l'isolationnisme, le nationalisme, c'est le DNA des États-Unis d'Amérique. J'ai été ministre du Commerce extérieur, j'ai vu de mes yeux ce qu'était l'unilatéralisme américain, sur les sanctions notamment. J'ai vu des sociétés françaises être pillées littéralement par l'OFAC de New York au prétexte qu'elles auraient soi-disant violé des embargos, alors qu'elles ne l'avaient pas fait elles-mêmes. C'était des filiales dans des pays qui n'avaient rien à voir avec les États-Unis, mais la seule utilisation du dollar ou de la Chambre de compensation de New York permettait aux États-Unis d'appliquer la loi américaine à des pays étrangers. Et j'ai vu comme ça Alstom passer sous pavillon américain avec nos centrales nucléaires, par exemple, et plein d'autres exemples. Je suis à l'origine, à l'Assemblée nationale, d'un rapport sur l'extraterritorialité des lois américaines. Rien de nouveau sous le soleil, c'était il y a 10 ou 15 ans. De même, les guerres commerciales, pour ceux qui ont travaillé ces questions depuis les années 60, on a eu beaucoup. On a eu la guerre du poulet, on a eu des pressions sur le pétrole. Mais c'était une époque où l'Europe résistait. Et on prenait des lois de blocage pour interdire aux sociétés européennes d'accepter les punitions américaines. Aujourd'hui, l'Europe est tellement faible, elle a tellement décroché qu'elle ne le fait plus. Et c'est une partie du problème. Donc, dernier exemple, l'IRA. C'est pas Trump, c'est Biden. L'IRA a attiré la plupart des grands groupes européens, y compris allemands. Hier, il y avait à Versailles le sommet de M. Macron, Choose France, en bon français, Choose France, pour attirer des investisseurs en France. On a glorifié le fait que 20 milliards d'investissements étaient promis à la France, pour quelques milliers d'emplois, mais 20 milliards. Mais 20 milliards, c'est les investissements que Sanofi va faire aux États-Unis cette année, après avoir vendu le Doliprane aux États-Unis. 10 milliards, c'est la somme que CMA-CGM va mettre aux États-Unis, et ça, c'est M. Saadé l'a annoncé dans le bureau de M. Trump. J'en passe et des meilleurs. Donc, le protectionnisme américain et les guerres commerciales, oui, c'est important, oui, ça a un impact sur la chaîne des valeurs, oui, c'est compliqué, mais ça fait partie de la compétition commerciale d'aujourd'hui et d'hier, et je pense qu'on a tous les moyens pour gérer ce genre de tension. C'est pas ça le problème aujourd'hui. Le problème aujourd'hui vient des glissements géopolitiques majeurs, notamment entraînés par la guerre d'Ukraine, d'une part,
et deuxièmement, par la nullité, la médiocrité insigne du personnel politique européen. C'est ça le sujet. Il ne faut pas tout mélanger. Alors un mot sur la faillite européenne. Nous avons cultivé au sein de l'Union européenne le nombrilisme, c'est-à-dire on se regarde nous, on passe notre temps à augmenter les règles, à s'intéresser à nous-mêmes et pas du tout au reste du monde. La régulation, ça c'est la grande maladie aussi, on régule, on ne libère pas mais on régule. L'idéologie, savez-vous par exemple qu'il était interdit jusqu'à une date récente, je crois qu'il est toujours, de financer l'industrie d'armement parce que c'est sale, ou le pétrole parce que c'est sale aussi. Au moment où on a besoin de réarmer, on nous explique qu'il n'y a pas de financement pour la défense en Europe. Et puis plus fondamentalement, nous n'avons pas rempli les objectifs qu'on s'était nous-mêmes fixés. Je pense à l'agenda de Lisbonne, je pense que vous étiez aux affaires, Monsieur Le Verne, à l'époque. L'agenda de Lisbonne, c'était l'Europe va être au même niveau que les États-Unis et la Chine en matière de haute technologie. Or, nous avons raté le virage de la 4e révolution industrielle. Il n'y a aucun groupe en Europe comparable aux GAFAM. Et c'est une véritable tragédie pour l'avenir. Mais ça, c'est une tragédie auto-infligée. Les Européens ne sont pas plus bêtes que d'autres. D'ailleurs, beaucoup de nos ingénieurs sont aux États-Unis. Et ce qui est plus embêtant encore, c'est que l'Europe s'est appauvrie. En 25 ans, il y a 25 ans, le PIB de l'Europe et des États-Unis était au même niveau. Aujourd'hui, c'est moitié moins. Donc l'Europe, elle est 2 fois moins, elle est 50% plus pauvre depuis 25 ans. C'est quand même extrêmement inquiétant. J'en viens à l'autre mouvement stratégique, alors lui qui est vraiment important, c'est cette méchante catastrophe de la guerre d'Ukraine. Car la guerre d'Ukraine a non seulement réouvert un problème géopolitique majeur pour les Européens qui est le contrôle de l'espace compris entre l'Allemagne et la Russie. Ça a toujours été la zone la plus sensible et la plus dangereuse pour le continent européen, mais elle a surtout provoqué des effets telluriques énorme sur la planète tout entière. L'une des choses que ça a fait, cette guerre, et je pèse mes mots, cette guerre par procuration non déclarée entre l'OTAN et la Russie, a conduit à souder une alliance extrêmement forte entre la Chine et la Russie, avec en plus 2 États parfaitement toxiques, l'Iran et la Corée. Imaginez-vous que les Coréens font la guerre en Europe. C'est sans précédent dans l'histoire. Donc les changements stratégiques sont énormes. Nous avons maintenant la Russie et la Chine à la tête d'un Sud global qui revendique d'avoir d'autres valeurs que nous, qui refuse notre système de valeurs, qui essaye de construire une monnaie alternative, des règles commerciales différentes, une banque d'investissement différente. Ce sont des pays qui représentent plus de la moitié de la population mondiale et plus de la moitié du PIB mondial dans les années qui viennent. Donc le centre de gravité de la planète est en train de changer de façon considérable, accéléré par cette guerre d'Ukraine. Je pourrais en parler beaucoup plus longtemps, mais je crois qu'il faut qu'on comprenne qu'une partie du drame, de la complexité du monde actuel, nous l'avons nous-mêmes provoqué. J'ai réfléchi sur les erreurs qui ont été commises par nous. C'est un véritable catalogue de la redoute des erreurs stratégiques. Première erreur, faire rentrer la Chine dans l'OMC en pensant que la Chine deviendrait un État normal, contributeur, démocratique, qu'elle jouerait les règles, etc. Il y a un livre qui vient de sortir d'un certain McGee sur le rôle de Apple en Chine, mais Apple a fabriqué la technologie chinoise, uniquement pour de l'argent. Donc on a, comme disait Lénine, on a donné la corde pour se faire pendre à la Chine, sans contrôle. Deuxièmement, on a coulé la Russie. Au moment où la Russie avait besoin d'aide sur Boris Yeltsin, les Américains n'ont pas aidé. Quelques voix européennes, dont Mitterrand, Dieu sait que je ne suis pas socialiste, enfin, les Français, les Allemands ont dit « aidons la Russie ». On n'a pas aidé la Russie. On ne s'est pas non plus occupé de l'Ukraine et de son statut après son indépendance il y a 33 ans. Les germes de la guerre étaient déjà présents à la fin de l'année 1991. On a raté, je le disais, la 4e révolution industrielle. On a raté la mondialisation qui n'a pas du tout été heureuse. Regardez ce qui se passe. Il y a eu le Brexit en Angleterre, les gilets jaunes en France. Vous avez un sentiment de colère
et de malheur dans toutes nos démocraties. Pourquoi? Parce qu'on a envoyé des millions d'emplois, des milliards de machines-outils en Asie, en laissant des banlieues, des zones périurbaines livrées au désespoir, et à la drogue, et à la violence. Donc nous sommes en train de fabriquer des sociétés extraordinairement fragiles et qui, naturellement, vont se livrer à celui qui parle le plus fort. C'est ce qu'on appelle le populisme. Mais le populisme n'est rien d'autre que l'expression d'un immense désespoir de la classe moyenne aux États-Unis. Lisez le livre de J.D. Vance, ou en Europe. Donc voilà les problèmes où nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas que les trade wars, c'est les mouvements stratégiques, c'est l'incompétence crasse de nos élites politiques depuis 30 ans de regarder ce qui nous arrive, de prévoir, de gérer, et on ne l'a pas fait. Alors aujourd'hui, devant l'intensité de la crise, il y a au moins un point positif, c'est que ça nous force à une clarification. Les Européens doivent décider ce qu'ils vont faire d'eux-mêmes, de leur relation avec la Russie, de leur relation avec les États-Unis, sachant que les États-Unis sont sur le départ, donc il va falloir faire quelque chose. Donc, clarification. On en reparlera, si vous voulez, dans je termine là. Le seul espoir, il est là, que ça réveille les gens. Enfin, pour le Sud, dont Mme Dupuy a parlé, dans ce chaos, il y a énormément de potentiel pour le Sud. Le Sud est beaucoup moins rigide que nous, et je pense que dans un monde qui est devenu totalement transactionnel et où les matières premières jouent un rôle capital, les pays comme le Maroc, les pays africains en général, les Caraïbes, l'Amérique du Sud, ont un espace considérable pour s'affirmer dans le monde de demain. Merci. Je suis plus inquiet sur l'Europe, vous l'avez compris. Merci. Merci beaucoup, Pierre. I would like to ask Sir Liam Fox. You have been Secretary of State for Defense and Secretary for Trade as well in the United Kingdom. And you have also perhaps your own views on this evolution, especially the transatlantic alliance, how it has moved from its original thinking to these new realities. Is it something that will definitely be a new pattern of this multipolar world, or do you think we can move back to some kind of to the liberal order, so to say? Well, thank you very much, and can I say what a pleasure it is to be back at your conference, and what an honor it is to be on such a distinguished panel. It's a little intimidating, but a great honor nonetheless. And before I was in politics, I was a medical doctor. My wife says when you had a real job. And the thing about medicine is it teaches you a sense of perspective. A baby with a cord around its neck feels like a crisis. Someone who says something you don't like in a newspaper is an irritation. They're not the same thing. And so I'd like to begin with a sense of perspective on this debate and agree with a number of things that my friend Pierre has said about the fact that isolationism is not unusual historically. Trade wars are not unusual historically, but they always tend to be resolved in the same way, that when we become poor enough, we understand that we require greater prosperity and security by moving back to a more free liberal position. It can take a while, but it usually comes back. And in that sense, it's worth actually, before we throw too many stones across the Atlantic, of understanding exactly where global protectionism, and I say global protectionism, has gone in the last decade or so. So first of all, could I ask in the audience who represents a country that is in the G20? How many? So, yeah, yes, mostly us, okay, which is very interesting. And in 2009, at the end of the financial crisis, only 0.7% of all the imports coming into the G20 were covered by a restrictive measure, either a tariff, a non-tariff barrier,
or a technical barrier to trade, 0.7%. By the first quarter of 2020, that 0.7% had risen to 10.3%. That meant that the poorer countries in the world were finding it increasingly difficult to sell into the wealthier parts of the world. And let me tell you what this is a recipe for, not just instability. This is a recipe for migration. If you make it more difficult for people to trade their way out of poverty in their own country, particularly when they have a mobile phone and can see what prosperity looks like somewhere else, do not be surprised if they get onto a boat or onto a road in order to find another way to achieve that prosperity. The subject has been mentioned earlier, but the inability of politicians to join the dots between their economic performances and their economic policies and the security implications of that is breathtaking. And after 32 years in politics in the United Kingdom, I've not seen one jot of progress on that front. So, what do we know about the state of global trade? Well, we know that the WTO is broken. Some would say it's a basket case. I would tend to agree with that analysis. It is broken in the way that most of the global institutions that were built for the second half of the 20th century are broken in their inability to deal with the complexities of the 21st century. And in particular, the WTO has a problem that can be fixed, but it will not fix. And that is that in the constitution of the WTO, it says countries must act by consensus. But they have chosen to interpret consensus as meaning unanimity. Now, if consensus and unanimity meant the same thing, there wouldn't be two different words in the dictionary. And the fact that they have chosen unanimity means that nothing can get done. Nothing ever gets done at the WTO. It needs to be started again. And it needs to be called the World Trade and Investment Organization, because you cannot have trade without investment. And one of the biggest problems for developing countries is their inability to attract foreign direct investment for a whole many reasons. Some of them are political, some of them are cultural, some of them are inside their own countries, and some of them are from outside. And there was a lot of talk in the first session this morning about how countries, especially in Africa, will attract more investment. Well, let me tell you, it's no secret. Money has no emotions. Money will go to where money can be made, money can be moved, and money can be removed if necessary. And we know what the factors are that will bring foreign direct investment into a country. Number one, governance, the rule of law, particularly property law, and dispute resolution. And the fact is, whether people like it or not, that most of global investors prefer the jurisdiction of English law, which is why countries like the United Kingdom have the third biggest stock of inwards investment in the world. It's not because we're lovely people or the weather's great. There are very hard rules why that money comes. Second is the flexibility of the labor market and labor skills. Thirdly is the stability of regulatory mechanisms. Fourthly is the attractiveness of the tax system. Fifthly is the state of progress in higher education and the ability to collaborate with higher education. Then there is the level of English skills in an economy, the access to tech and IP protection. One of my weirdest experiences ever was at a dinner with one of our former prime ministers and the president of China, who was complaining about the number of startups, Chinese startups, who choose to come to London. And he said, they say it's because you've got very good IP protection. At which point I asked what the Chinese word for irony was. But I would say there are lessons out there to be learned. There is plenty data to show what economies need to do to be able to get in the foreign direct investment, which is a prerequisite, particularly service investment, a prerequisite for continuing to move forward. And I would say don't panic, because the global complex supply chains that we have today are there for a reason. They're there for classical reasons of comparative advantage in economics. They worked the best. They gave everybody the best deal. And ultimately, that reality will reassert itself. It may take time, but it will reassert itself. And rich countries may think that they will be able to compete in manufacturing jobs with developing countries. They will not. The fixed costs of welfare and healthcare that are carried by developing countries means that they cannot compete.
at that part of the global market, and they will not. And I'll just finish with one statistic. A recent poll in the United States said, do you think President Trump is right to bring back manufacturing jobs to America? 80% said yes, 80%. It said, would you like to work in a factory job? 80% said no. There is more than one type of comparative advantage. My message today is an optimistic one. When people say I'm a glass half full man or a glass half empty man, I simply say I'm Scottish and the glass is not big enough. But what we need to accept is that economic sanity will reassert itself over time. Because unless we have genuinely liberal free trade and we allow comparative advantage in the global economy, whether we end up with frank conflict or whether we produce such levels of social instability as to create levels of migration that we cannot tolerate, sooner or later we've got to go back to the first principles that took 1 billion people out of poverty in one generation and made the rich nations that they are. Thank you very much. I would like to ask Sir John Shipman about you have directed the most prestigious think tank in security studies, the International Institute for Security Studies, and you created the landmark events such as the Shangri-La Dialogue in Asia, the Manama Dialogue in the Middle East. So I would like to ask you if this, pas de deux, so to say, between security and trade is something that will see defense prevail over trade, or if you are optimistic and you think, as some other speakers mentioned, that eventually the liberal order and the economic interest will prevail over this security instinct, and especially for regions like Europe, where is the balance between these two dimensions? Well, thank you very much, and like others, I would like to thank the Kingdom of Morocco and the Amadeus Institute for the invitation. When I think of Amadeus, I think of Wolfgang Amadeus Mozart, and I recall the famous criticism that Scarlatti made of Mozart, too many notes. I hope I don't have too many notes, but I hope at least to strike two chords with you. One a chord on Europe and one on Africa stroke Morocco. And you kindly said I run an organization for 30 years. By the time you run an organization for 30 years, you become a bit of a politician. So what I will do as a politician is answer the question that I wished you'd asked me, rather than the question that you actually did, but I hope nevertheless it's useful for the audience. So first point is actually follows in a way from Pierre's, which is the criticism of Europe. I think for at least 30 or 40 years, Europe has confused diplomacy with foreign policy. Foreign policy requires a strategic goal and an end. Diplomacy is one of many means to get there. But Europe has taken what I call a kind of neo-Cartesian approach to foreign policy. We meet, therefore we are secure. There's a kind of tautology there that as long as there's a summit, there's a hope, there's a chance. And as a result, Europe has drained itself of any strategic imagination. And we've seen that play out in the case of Russia's invasion of Ukraine, where the Europeans during the Biden administration and then again during the Trump administration were beholden to whatever accent that the United States wanted to place at any given point at their foreign policy in Europe. And it's interesting that the cry from what I think is wrongly called the Global South is we need to have African solutions for African problems and Middle East solutions for Middle Eastern problems and Caribbean solutions for Caribbean problems. The Europeans don't think about European solutions for European problems in the matter of strategy and defense. They say, what will the United States do? And then we will sort of tailor our response to that. And at present, the Europeans are very concerned because it feels like the United States is leading the diplomacy over their heads on a core interest of Europe, which is the
European security sphere. Though it appears yesterday, after President Trump had a 2-hour conversation with Putin, he's delegated that to the new Pope. But nevertheless, there will be some work for European countries to do. So what could Europe do now to engage in a little bit of shock diplomacy that is strategic in order to gain leverage in the negotiations with Ukraine, empower Ukraine to negotiate from a stronger place, and surprise the United States with a sense of initiative? It would be this, and I say this conscious that the person sitting to my left is a very distinguished Belgian. It is to move from having frozen Russian state assets to seizing Russian state assets. In Europe, there's about 220 billion of them. There's about 80 billion in the United States. And there's a perfect legal justification for this of two kinds. First, there's a precedent. When Iraq invaded Kuwait in 1990, in March 1991, we used Iraqi state assets in order to compensate Kuwait, not exactly a poor country, for the damage to the oil terminals that Saddam Hussein had imposed. And then the United Nations Security Council even passed the Oil for Food program, which taxed Iraq for a while in order to make certain that the bill was completely paid. There is a principle under the international law of state countermeasures that when there has been a peremptory breach of international law, and only 5 countries in the United Nations General Assembly voted that this was not an illegal invasion, what was otherwise illegal becomes legal. So you can take a state countermeasure and seize those assets. And listen, here is the brilliance of this legal argument. In order to help Mr. Putin comply with his legal obligation to pay reparations to Ukraine for the damage to property that he has caused. And the only way that that would be retrospectively illegal is if the 220 billion seized by Europe were in excess of the true reparation cost required, but we all estimate that it's somewhere between 500 billion and $1 trillion. And guess what would happen if we seized those 220 billion? We could give 100 billion to Ukraine to build up its factories, to create its own defense industry, to repair its electricity bill, and give 100 billion to ourselves in order to restore the lost military property, which is actually also property that Ukraine will have lost. And I guess what would happen then is that President Trump would look at the Europeans and say, goodness gracious, but I got 80 billion of this money. And my predecessor Biden used American taxpayer money. Maybe I should at least pay myself back with these 80 billion, because maybe he would use the president of the Europeans doing it. And so I think that there is a place for imaginative diplomacy. And today, almost all international statecraft is economic statecraft or financial statecraft. And the economic statecraft is sanctions, it's standards, it's regulatory, but can it also be instruments like this, the imaginative use of international law for entirely proper purpose? And think of it from the perspective of the countries that are outside of Europe in the so-called Global South. The United Kingdom has cut its development aid to the Global South in order marginally to increase its defense budget, because it otherwise could not pay for the new threat coming from Russia. But if we had seized the 26 billion pounds that are in the UK, and it took a while for me to extract from the Treasury exactly how much Russian state assets are there, but it's roughly about 26 billion pounds, we wouldn't have had to cut our development aid in order to be able to finance the defense of Europe. So that's point number one, that's chord number one that I want to strike. The second one has to do with how countries outside of the North Atlantic space position themselves in this geopolitical, geoeconomic competition. And my first provocative remark is that, yes, there are 2 superpowers in this world. There are 2 superpowers, but they are not the United States and China. The number one superpower is called the bond markets. And we know that because when the bond markets reacted to 145% tariffs in the United States, Mr. Trump had to withdraw from that position because the bond markets were more powerful than the President of the United States. And the second superpower in this world are the big tech companies. Because the big tech companies are rather like the East India Company 3 centuries ago. They have much more power than even the bigger states have. And just think about the European Union's relationship with the tech companies. There's only about 11 days in any given year when the European Union doesn't impose some sort of sanction on one of the tech companies for having breached one of their rules. But what do you think these people think when they have to pay a $20 billion fine to the European Union? I've heard them say this, so I can quote them. John, it's just the cost of doing business. You know, we'll pay another 20 billion and we'll crack on, because we're going to be worth 1 trillion next year and 3 trillion the year after that. So what
states need to understand is that the geopolitics of today is actually geotechnology. It's about who will get advanced in the AI race. It's the principal rivalry between the US and China now is over technology and who controls it. And then the usual attitude of those outside the North Atlantic space is to engage intelligently in strategic hedging. No one wants to make a choice between US and China or Europe, so there's a bit of strategic hedging that goes on. Bridges are being built to different places. But strategic hedging is rather like financial hedging. It requires active portfolio management. So if the stock of one country goes up, you might think of investing more of it. When one goes down, then you might think of divesting a bit. The stock of China in the tech world, despite DeepSeek, is going down. The stock of United States companies is going up. You have to take a choice and maybe go with the US ones. And this is the choice that is going to face all the countries in Africa and in the Middle East and in Asia and in Latin America. They have to say, which of these places do I deal with most? And it's a US bet that is going to be probably going to attract the most investors. And government plays a role here. What most governments now think is that they need to do everything to animate the private sector and to enable the private sector to succeed, and that is the right attitude of mind. But in the specific case of AI, if the government doesn't say, we will take the offtake, Sam Altman is not going to do a Stargate for Morocco. Morocco will have to take the decision, all right, we are going to guarantee a certain amount of the uptake because the Stargate for Morocco is $5 billion. Thank you. So I conclude with a simple axiom, which is most people think about hard power, soft power, RIP Jonai, smart power, but the power that counts in today's world is fast power. And if you're not agile, you're not going to succeed. Thank you, Sir John Chipman. It was very passionate argument. I would argue perhaps with you about the tech conglomerates. For example, the paradox that European nations try to avoid relying on Elon Musk's Starlink, satellites in Ukraine, while you have nations like Italy that are courting Elon Musk and that want to basically purchase and replace all their defense satellites by Starlink satellites, which is a good transition for the question I would like to ask to General Olivier Kampf. You have worked a lot on these issues around the defense industry in Europe and how this can be, optimized, so to say, mildly speaking. So when you see the current developments and the tension between, getting more weapons faster and building a European supply chain, how do you think this could be resolved? Merci pour votre question. I will speak in French. I could speak in English, but both languages, so I prefer to be in French. Pour ce plus de nuances et plus de précision. Oui, comment lier la géopolitique et la géoéconomie, c'est finalement un peu le thème de notre table ronde aujourd'hui, sachant que, puisqu'on part de l'Ukraine, vous avez mentionné l'Ukraine, sachant que l'Europe, ce matin ou hier, a voté un 17e train de sanctions, c'est 17, hein 17, on s'y perd un peu, et que simultanément, il y a un mois, souvenez-vous, cette scène un peu bizarre, dans la cour de la Maison-Blanche avec Donald Trump qui mettait ses droits de douane. Alors, il y avait ce tableau abracadabrantesque avec le Vietnam à 95%, le Mexique à 62%, enfin bon, et l'Europe avait des sanctions. Des droits de douane aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, Donald Trump, avec ses droits de douane, a appliqué des sanctions a priori sur le reste du monde, avec des taux qui pouvaient varier, mais finalement on était dans la même logique de sanctions des États-Unis avec le reste du monde que ce que fait l'Europe aujourd'hui avec la Russie. Il y a une toute petite différence, c'est que les Européens sont beaucoup plus sensibles aux sanctions américaines que les Russes ne sont sensibles aux sanctions européennes, parce que quand vous regardez les chiffres depuis 3 ans de guerre d'Ukraine,
vous vous apercevez que la croissance russe, à part une baisse la première année, est repartie de plus belle, a tout à fait compensé et atteint des taux de 2,5, 3, 3,5%, qui font rêver les pays européens. L'Allemagne a été en récession l'an dernier et la France va atteindre un pénible 0,3% cette année. Donc quand vous regardez la croissance russe, vous vous dites les sanctions, ça ne joue pas beaucoup. Ce qui est assez logique quand vous considérez la Russie qui tient, mettons, 15% des ressources, des matières premières de la planète, et quand vous considérez par ailleurs que les sanctions n'ont jamais fonctionné, que ce soit contre Cuba autrefois, contre la Corée du Nord, contre l'Iran, ça n'a pas marché contre des, entre guillemets, petits pays. Comment voulez-vous que ça marche contre un pays comme la Russie qui, d'ailleurs, et plusieurs orateurs l'ont rappelé, a des relations avec ce qu'on appelle le Global South, la Chine bien sûr, mais pas seulement, l'Inde, l'Afrique et des pays d'Amérique latine. Donc ces sanctions ne marchent pas contre la Russie. En revanche, les Européens ont très peur des sanctions, des droits de douane américains contre eux. Et du coup, ils vont être amenés à négocier, ne nous y trompons pas, et ils ont déjà commencé pour plusieurs raisons. D'abord par atavisme, par le fantasme de la parenthèse Trump. Trump n'est qu'un mauvais moment, dans 3 ans c'est fini, et on va revenir à un monde normal. Ce fantasme du retour à un ordre du passé, ce fantasme aussi d'un Occident qui demeure celui de l'alliance entre l'Europe et les États-Unis. Tout ceci fait que, pour les Européens, et quel que soit ce qu'ils racontent à la télévision, et je ne vais pas reprendre les mots désobligeants de Pierre Lelouch, même si je les partage beaucoup sur la qualité du personnel politique européen qui confond les passages à la télévision avec une vraie stratégie profonde. Mais la priorité des Européens, malgré toute leur division, ou probablement à cause de leur division, est d'abord les États-Unis, ensuite un peu l'Europe, mais un plan B, un plan de secours, si jamais finalement Trump n'était pas une parenthèse. Et puis la question ukrainienne est finalement tout à fait accessoire et marginale dans leurs considérations stratégiques profondes, parce qu'il y a des considérations stratégiques profondes, ne nous y trompons pas. Donc, ils vont négocier avec les Américains, que ce soit dans le cadre de l'Union européenne, ou pas seulement. Nous avons 2 Britanniques sur l'estrade, donc je rappelle que le Royaume-Uni a signé la semaine dernière un accord avec les États-Unis, qui était d'ailleurs assez indulgent. Quand je regarde, vous en êtes finalement très très bien tiré. Et là encore, c'est la méthode Trump. Je mets une barre très très haut et puis je négocie. Si j'arrive à 3%, et ben voilà, j'ai 3%. C'est pas grave. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni s'en est bien sorti. Que vont faire le reste des Européens, que ce soit dans l'UE ou que ce soit dans l'OTAN? Ça va être de négocier. Et je suis militaire, vous avez eu la gentillesse de le rappeler, enfin je l'ai été. Il y a une date qui arrive, qui est celle du sommet de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN, qui aura lieu le mois prochain à La Haye. Et le débat actuellement, c'est est-ce qu'on va passer de l'ambition de 2% du PIB en dépenses de défense, promesse qui avait été faite, je le rappelle, au sommet de Galles de 2013, vous vous en souvenez certainement, à laquelle la totalité des pays européens ne sont toujours pas. Je ne vais pas citer le chiffre de la Belgique, ce serait désobligeant, n'est-ce pas? D'accord. Donc, et là, on parle de 5%. Trump a dit 5%, et donc il y a des gens qui font semblant de croire que c'est 5%. Si on arrive à 2,5 ou 3%, ça fera partie de la méthode Trump de négociation. Mais ne nous y trompons pas. Cette augmentation de la dépense de défense, où on va mettre un peu tout, les Allemands disent quand on va réparer les routes pour permettre le transit logistique, ça fera partie des dépenses de défense. C'est vous dire l'hypocrisie globale de tout le jeu. Mais finalement, le but sera d'acheter des armes américaines, ne nous y trompons pas. Malgré tout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Europe ne peut pas avoir 3 ennemis simultanés. Elle ne peut pas avoir à la fois la Russie, la Chine avec laquelle elle est profondément intégrée économiquement, et les États-Unis avec lesquels elle est totalement intégrée, notamment financièrement et économiquement par ailleurs. Donc elle va devoir choisir, et Trump va la forcer à choisir.
Et donc l'Europe va devoir choisir finalement entre la Chine et les États-Unis. Aujourd'hui, je pense qu'elle va choisir les États-Unis, mais ça va l'affaiblir plus encore économiquement, parce qu'on a parlé de mondialisation. La mondialisation a conduit l'Europe à parier sur une intégration internationale, et notamment sur une intégration avec des chaînes de valeur extrêmement déportées, extrêmement asiatiques, chinoises, mais pas seulement chinoises. Alors, puisque j'en suis au sud, et je termine, et ce sera mon dernier point, je fais attention au maître des horloges qui est à côté de moi, le sud est beaucoup moins traumatisé par Donald Trump que les Européens. Les Européens, on se roule par terre, oh là là, c'est catastrophique, l'ordre du monde a changé, blabla. Quand je regarde les chaînes d'information du Sud, que ce soit du Sud arabo-musulman, que ce soit les chaînes asiatiques, les chaînes indiennes qui sont très intéressantes, etc., on s'aperçoit que le Sud ne considère pas que la guerre d'Ukraine est un bouleversement géopolitique majeur. Le Grand Sud, le Sud global, considère que c'est une nouvelle guerre civile européenne, voilà, dans laquelle il ne veut surtout pas être mêlé. Il a compris que les guerres civiles européennes du XXe siècle, ça donnait des guerres mondiales et il ne fallait surtout pas mettre le quart du petit doigt dedans. Donc le Sud n'y va pas. Et le Sud n'est certainement pas derrière ce que racontent les Européens et quelques Américains sur la communauté internationale, et vous comprenez, l'ordre du monde, etc. Ça, le Sud, il a compris. On ne va pas jouer là-dessus. Et donc, Trump remet en cause cette mondialisation d'avant, et je termine, j'ai bien compris. Pour le Sud, c'est un espace de négociation et d'opportunité, et un moyen de trouver des avantages finalement entre la Chine et les États-Unis, et c'est ce que je vois de la part des pays du Sud, et notamment du Maroc. Comment est-ce que je vais pouvoir faire des affaires? Je vous remercie. Merci. Thank you very much. Maybe we are going to de-escalate a little bit to end this panel with the experiences of two countries that have managed rather astutely to balance all these different risks and to implement a multi-aligned or non-aligned strategy. I'm talking about Azerbaijan and Morocco. So I would like to hear first from Mr. Shamar Agiev. You have been working extensively in foreign policy analysis in Azerbaijan in relation with the government and the president of Azerbaijan. So, and you managed, would like to know how your country managed actually for all these decades to keep these good relations with all the different powers and to actually build something rather than trying to destroy something. Especially in the energy sector, I think the experience is very interesting. And overall, the mindset that you managed to develop. Thank you very much, distinguished speakers and guests. First of all, thanks again to Institute Amadeus for organizing this important event, a platform to meet for experts to discuss very important issues. And colleagues and speakers touched upon very important questions, especially it's very interesting, the comparison of foreign policy and diplomacy. So I will try very briefly elaborate the key issues linking to our region, because our region is very important, especially after the sanctions on the trade wars, because it affected the whole states globally. And now we see the new realities, especially when European nations face the new realities because of the change of the traditional energy map and the trade situation. I can say that for Azerbaijan, it was not easy to keep the balance, but due to multi-vector foreign policy and non-alignment, we managed to keep this balance and survive in this difficult region. And you emphasized very well the energy security right now and the trade connectivity.
very important for our partners, European partners, and Azerbaijan is the key and reliable player for European energy security. And we finalized very important energy projects such as Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline, the Southern Gas Corridor, also the Baku-Tbilisi-Kars Railway. And we are the key country in the middle corridor, which gained momentum, especially after the sanctions on the North-South International Transport Corridor. Now I can say that Azerbaijan and the partners investing a lot into different projects because we see that emerging the connectivity and the energy projects will reshape the new geopolitical map of Eurasia, and together with our European partners, we support this initiative. It's not only fossil fuels, but also renewable energy, because we know that the future belongs to how the countries will develop also the renewable energy and how they will support the green transition. For instance, last year we hosted COP29. It was very big event, very important platform for not only Azerbaijan, but also for all the regional countries to learn the experience how to support and speed up a green transition. I would emphasize that Middle Corridor is a very important project for Europe, for China, for Central Asia, for Azerbaijan, because it links all these markets, and it's important link for trade connectivity and also for the regional integration. Now Azerbaijan with neighboring country Georgia finalized important energy projects, and I would also highlight the future project Black Sea submarine cable, which will also support the European Green Transition Initiative, will export the electricity from South Caucasus and also from Central Asia to European countries. I would emphasize that after these trade wars and the sanctions, we see that the countries are keen to speed up bilateral relations, especially in our region. We signed important strategic partnership agreements with different countries, both in Europe, Central Asia, with Turkey, with neighboring country Georgia. And our aim is to deepen cooperation with different actors, like in Africa, in Southeast Asia, and China also is a very important actor in our region. We see the huge investment in Central Asia, in South Caucasus, in different critical energy and infrastructure projects. And we believe that this new geopolitical landscape will create the new opportunities for governments how to develop bilateral relationship and increase the connectivity and energy projects. So I will stop here and we'll be glad to answer the questions. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Agiev. Last but not least, I want to give the floor to my friend Abdelmalek Alaoui. I think everyone knows him here. He's the president of the Moroccan Institute of Economic Intelligence, president of Gepard Group, and senior fellow at Oxford University. So for all these reasons and many others, I think, Abdelmalek, you are perfectly able to summarize this discussion and bring your own perspective from Morocco. How is this viewed from Morocco? Thank you very much, Alexandre. If I try to Netflix and translate what you just said, keep it short. Anyways, we're at the end of the session, and I'm afraid that at some point organizers will put some music when I will be still speaking. So, in 5 minutes, il y a d'abord une règle immuable, c'est que dans l'ancien monde du cinéma, on remerciait Claude Berry. Dans le monde de la géopolitique au Maroc, on remercie toujours Brahim Fassifeli parce que c'est toujours lui qui organise ce genre de choses. Et je crois qu'il y mérite les applaudissements d'être ce manufacturier du réel et qui pourrait croire un panel aussi improbable. Donc c'est toujours extrêmement compliqué de venir parler après un Premier ministre, 3 ministres, le patron de ISS, notre ami distingué d'Azerbaïdjan et un général. Donc je ne vais pas essayer de me battre sur le terrain des concepts et des idées, mais peut-être vous proposer une grille de lecture vue du Sud global
qu'il serait intéressant de méditer. Et si finalement, ce qui est en train de se passer ne suit pas la trajectoire de nos âmes humaines? Nous étions dans un monde où il fallait, dans les relations internationales, se fiancer, il fallait construire des alliances, puis on se mariait pour des raisons objectives, parfois pour des raisons peu objectives, rarement par amour. Et puis, est-ce qu'on n'a pas basculé dans le monde de Tinder Geopolitics? On a désormais love bombing, on a le ghosting, on a situationship, des gens avec lesquels on s'accommode et avec lesquels on a des intérêts communs. Est-ce que finalement la marche du monde n'a pas évolué vers ça? Et finalement, est-ce que the most eligible bachelor, which is the United States, was exporting soft power and now they're exporting uncertainty, but for a very precise reason, is that when you put people under tension, when you relieve the tension, they're happy and they're grateful. We're in a world in 2025 where everybody is happy that we have a 10% tariff. It took the global community 75 years to take the global tariffs from 25% to 2.5%. And it took Donald Trump less than 30 days to take them from 140% to 10%, and everybody is applauding. This is absolutely crazy. Et ça ressemble à ce monde de la vitesse. Et certains de mes collègues ici ont parlé de la surabondance d'informations, de l'impact que ça a sur notre cerveau. Mais nous sommes en train de chercher cette incertitude. On cherche cette douleur finalement. Et quand on nous enlève cette douleur, on est très content de venir retrouver ses partenaires. Et puis, comme dans toutes les bonnes situationships, on a ce vieux copain célibataire qui donne son avis sur tout. C'est l'Europe. Elle a une espèce de magistère moral. Elle n'arrive pas à gérer son propre bordel à l'intérieur de l'Europe, mais elle va vous donner des conseils sur est-ce que vous avez le droit de dater la Chine? Est-ce que vous avez le droit de parler aux Indiens? Alors chaque fois que vous avez un officiel européen, au bout de la troisième phrase, il vous dit « mais qu'est-ce que vous faites avec la Chine ?» Et on a envie de lui répondre « mais en quoi ça vous regarde ?» On fait ce qu'on veut, on est grand, on est indépendant depuis 70 ans, en tout cas pour le Maroc. Et donc, nous avons la possibilité de choisir notre chemin et de choisir notre voie. Et dans cette guerre civile mondiale et cette compétition du volontarisme de discours combiné à des positions totalement incohérentes avec nous, le Sud global qui regardons le double standard en permanence, c'est-à-dire qu'on nous assène des leçons de morale et puis on ne se les applique pas à soi-même et puis on trouve toujours des arrangements avec la réalité lorsqu'il s'agit de venir nous expliquer « non mais vous comprenez, c'est compliqué, be a good boy and just listen to what I have to say because I will explain the world to you because it's very complex ». Dans tout ce brouhaha, il y a un pays qui essaye de tracer une voie. Et je voudrais paraphraser Italo Calvino. La légèreté, ce n'est pas l'absence de poids. C'est la capacité à pouvoir porter le poids du monde autrement. Le Maroc, qui n'est pas une puissance pétrolière, qui n'est pas une puissance gazière, qui n'est pas une puissance manufacturière ou industrielle, qui a un accès au capital qui est limité, qui subit la ponction de ces cerveaux, la moitié des ingénieurs marocains et la moitié des médecins que nous faisons tous les ans nous sont ponctionnés par l'Europe, qui vient nous expliquer ensuite, s'il vous plaît, en même temps, soyez sympa, managez la migration, mais on va vous prendre vos talents parce qu'on préfère les amener chez nous parce qu'il nous manque 200 000 codeurs. Face à toutes ces injonctions contradictoires, il y a un chemin. Ce chemin est un chemin exigeant, il n'est pas toujours exécuté de la meilleure des manières, il y a encore des progrès à faire, mais il est fait en tout cas d'une manière non pas exceptionnelle, mais d'une manière singulière, qui consiste juste à essayer d'être à la fois une passerelle et à la fois une digue. D'être la passerelle lorsqu'il s'agit d'investir très fortement en Afrique subsaharienne, et notamment pour désenclaver le Sahel, d'être le seul pays qui n'a pas voulu justement faire montre de magistère moral lorsqu'il y a eu ces différentes situations d'instabilité dans le Sahel et qui a gardé langue, et qui a fait que certains des pays qui ont observé une posture très morale ont été obligés d'en appeler au Maroc lorsqu'il s'agissait de faire libérer des otages. Mais ça, c'est la réalité de la géopolitique. Et pourquoi est-ce que le Maroc est bien positionné pour pouvoir le faire, et pourquoi c'est important que ce dialogue se passe aussi à Rabat? C'est parce que le Maroc ne cherche pas à exporter ce savoir-faire. Il ne cherche pas à s'ériger en modèle. Il ne cherche pas à être la puissance dominante. Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté, pense que le monde n'est pas à dominer, mais qu'il est à partager. Et comment nous allons organiser ce partage? Et si l'expérience marocaine arrive à son acmé,
Ça nous montrera qu'un chemin est possible de coexistence, de partage, de colocalisation, mais aussi de vérité avec nos partenaires en leur pointant parfois du doigt et parfois très amicalement leurs propres incohérences. Merci. Merci beaucoup, Abdelmalek. Thank you, everyone, for attending this. Maybe we will take one question, as we don't have many ladies on our panel. If there is one question from a lady. Yes, please. Thank you very much for your bright presentation. I'm from Morocco, and really, I was really proud to hear Mr. Alaoui talking about the Moroccan experience. Also, just one question for General Mr. Olivier Kampf. Yeah, here in as a random person of the South world, we're not happy about the very new Trump trade, or we're watching. Just we have a question. Okay, what will be the gain for Africa? Because you were talking about your experiences of Europe, the Western questions, but in Africa, in what we are concerned, and what will be the gain of this war? Thank you very much. Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît, en français? Ah, ok. Voilà. Merci. En fait, tout à l'heure, Général Olivier Kampf parlait du monde du Sud. Hein. Alors, les gens, je ne sais pas, peut-être il y a une impression que l'Occident ont en fait de l'attitude en fait des gens du Sud par rapport à cette nouvelle guerre, mais tout simplement, les gens du Sud se disent oui, il y a une guerre, peut-être c'est une nouvelle guerre civile, comme vous avez dit, mais nous posons la question, tout simplement, en quoi nous sommes concernés. Moi, par exemple, je parle en tant que Marocaine, je dirais plutôt, c'est-à-dire c'était la première impression. Ok, ça c'est une nouvelle guerre, ok, mais le Maroc, qu'est-ce qu'il va gagner dans tout ça? En fait, nous avons aujourd'hui, comme a merci, dit... merci. Voilà. Si vous pouvez laisser répondre. Merci beaucoup. Ah oui, oui. Et je pense voulais pas juste avoir faire dit- une traduction. Je ne pense pas avoir dit autre chose, justement, que ce qu'on appelle le Sud global. Alors, le ministère des Affaires étrangères me tirerait l'oreille si j'employais le terme de Sud global, parce que la doxa à Paris est de dire le Sud global n'est pas uni. Ben, on est tous d'accord, oui, bien sûr. Ce n'est pas une alliance du Sud contre le Nord ou contre l'Ouest ou contre je ne sais pas quoi. Malgré tout, ce que moi j'observe en tant qu'analyste, c'est que les pays du Sud, d'une façon générale, qu'il s'agisse de l'Amérique latine et des Antilles et des Caraïbes, je fais attention à vous, madame, des Afriques, et d'ailleurs je vais les mettre au pluriel, parlons des Afriques plutôt que de l'Afrique, pour montrer là aussi la diversité africaine, et des Asies, parce que là aussi il y a plusieurs pays d'Asie et plusieurs zones asiatiques. Tous ces pays-là refusent de rentrer dans ce qu'Abderrahmane rappelait, cette espèce de soi-disant magistère moral de l'Occident qui a pu marcher pendant tout le XXe siècle, qui a pu marcher pendant l'illusion de la mondialisation heureuse, mais qui ne fonctionne plus à cause justement de tout ce double standard. Et donc, quand les beaux esprits à Paris, à Londres, à Berlin, à Washington ou à New York disent « vous comprenez la communauté internationale », ils ne parlent pas du monde entier, ils parlent du petit club qui essaye de donner un magistère moral, mais ce magistère moral n'est plus suivi par le monde. Et donc, si vous êtes en train de me dire que vous, en tant que Marocaine, et vous, en tant que représentante, parmi d'autres du Sud, vous n'êtes pas intéressés
par la guerre d'Ukraine, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et mon propos est de dire que même si sur les plateaux télévisés à Paris, on nous explique que la guerre d'Ukraine est quelque chose d'absolument central, pour le reste du monde, ça n'est pas vrai. With the permission of the chair, I'm going to be again provocative. Every country has different interests. Every region has a different sense of itself. I never use the word double standards because I think it's become polemical. There are inconsistencies in everybody's policies. But just look at the Russian invasion of Ukraine as a thought experiment through the prism of double standards. Ukraine used to be part of the USSR. Then it, by a process of self-determination, became independent, gave up its nuclear weapons in return for security, and for 30 years was an independent state. Putin wanted, having colonized Ukraine, to bring it back. Now, I think the so-called Global South would not be happy if France said, well, Algeria was part of the 4e République, donc pourquoi pas dans la 5e République aussi? So we will take over Algeria and bring it back to the motherland. That would be a bit of a double standard if you took a different judgment on that. When Iraq invaded Kuwait, the whole of the West went in to restore Kuwait's independence, but we were hesitant about restoring Ukraine's independence. Maybe we had a double standard. We were more interested in the Middle East security order than our own European security order, because we did more to liberate Kuwait than we've done to liberate Ukraine. So my answer to that is countries, politicians are inconsistent, but I warn people in my own organization, don't use the word double standard, because everyone who uses it sits in a glass house and is throwing a rock that everyone else can throw. Thank you. Pierre Lelouch, 30 seconds, maybe. Juste un mot, moi j'ai beaucoup travaillé sur cette question dans le livre que j'ai consacré à la guerre d'Ukraine et au basculement du monde. Et en effet, l'une des très grandes surprises des capitales occidentales, après l'engagement dans la guerre d'Ukraine, à partir du mois d'avril 2022, quand Biden a expliqué que c'était la guerre du bien contre le mal, etc., c'est de voir que la majorité de l'humanité, les très grands pays, la Chine, l'Inde, le Nigeria, plein d'autres pays, n'étaient pas d'accord, considéraient que ce n'était pas leur guerre, que les arguments qui étaient utilisés ne les concernaient pas. Et donc, on assiste maintenant à une remise en question de ce que nous considérons comme des valeurs universelles, qui ne sont pas universelles du tout pour beaucoup d'autres pays. Et c'est ça qui est très important. Vous regardez le déroulé des résolutions de l'ONU, il y a de moins en moins de gens qui choisissent le soutien occidental à l'Ukraine. Maintenant, un point de désaccord avec mon excellent camarade de jeu, le Sir Chipman, Sir John. Moi, je ne comparerais pas la colonisation française, qui est une catastrophe d'ailleurs. Moi, je suis comme Clémenceau, la colonisation est une catastrophe. Un crime, tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est quelque chose que nous payons très cher aujourd'hui en France, croyez-moi. Je ne comparerai pas la situation de la colonisation française en Algérie avec l'histoire de 900 ans entre la Russie et l'Ukraine. Et la naissance de ces deux peuples, et ça n'a rigoureusement rien à voir. Mais rien à voir. Donc je sais bien que l'argument c'est de dire les Russes c'est une guerre coloniale. Non, c'est pas une guerre coloniale. C'est beaucoup plus complexe que ça. À commencer par le fait que l'Ukraine est un pays très divers, avec une histoire très différente à l'ouest et à l'est, une histoire encore plus différente en Crimée qui était un vilayet turc avant d'être conquis avec beaucoup de mal d'ailleurs, par Catherine II. Donc c'est pas la même histoire du tout. L'Algérie a été une catastrophe pour la France. L'histoire de l'Ukraine, si on regarde maintenant les conséquences de la guerre s'agissant de la Russie, c'est pas formidable. Hein. Ils ont fabriqué une nation ukrainienne qui n'existait pas avant, qui est anti-russe.
Ils ont élargi l'OTAN alors que l'idée c'était de stopper l'élargissement de l'OTAN. Mais je dis à John, attention aux mauvaises comparaisons. Merci, merci Pierre. On va clôturer ce panel. Thank you very much, everyone, my distinguished panelists, and to the audience. Thank you.